Donc, je vous propose de prendre dans l'ordre chronologique, donc avec la première session pour commencer. Donc, sur les enjeux de la culture de houblon, on va peut-être commencer du coup par ce thème-là. Je vous propose de synthétiser au maximum dans la restitution, de partir sur la problématique qui est ressortie, peut-être, majoritairement, et sur cette problématique de donner les pistes de solutions que vous avez recueillies, ou en tout cas qui ont émergé. Ok, donc pour le premier atelier enjeu de la culture du houblon, on a commencé par dresser les besoins, la culture. C'est quoi la culture, c'est quoi les houblons, c'est quoi les besoins matériels et financiers pour cultiver les houblons. Après, voilà, l'atelier qui s'en suivait était vraiment dans l'idée d'identifier des solutions, des leviers, des problématiques. Il y a eu surtout 3 grandes thématiques qui ont été soulevées dans le partage. L'aspect financier avant tout, étonnamment. Où est-ce qu'on peut subventionner à la plantation, subventionner les structures, et qui. Il y a eu des exemples donnés d'organismes ou d'outils de financement, par exemple avec le versement d'intérêts. Voilà, moi je sous-entendais aussi le crowdfunding ou des solutions comme ça. Il y avait aussi l'idée pour rémunérer le houblonnier de diversification des débouchés et aussi assurer les contrats avec les brasseurs. Sur le deuxième volet, c'était plutôt agronomique. Donc une fois qu'on est formé à la culture du houblon, il faut absolument aborder la connaissance de son terroir, du climat, pour éviter de faire des copier-coller des méthodes de culture d'ailleurs. Il s'ensuit bien sûr l'expérimentation variétale. On a parlé d'analyse, de valorisation des déchets verts. Et ensuite, il y avait un troisième volet qui était plutôt technique, avec des idées potentiellement de mutualisation de matériel pour pouvoir y accéder et investir ensemble. On a parlé des CUMA, on a parlé éventuellement des similitudes avec d'autres cultures, notamment si on contextualise la vigne. Dans la vigne, il est peut-être possible d'aller chercher du matériel similaire. On a parlé d'expérimentation sur des trieuses qui existent au lycée de Colomiers. Voilà, donc c'est peut-être une expérience à aller voir. L'idée de fédérer des producteurs, et puis après, de manière générale, pour conclure, il y a évidemment assurer la certification pour la traçabilité du houblon et donc assurer la commercialisation du houblon par les houblonniers. C'est là un travail avec les labos qu'il va falloir développer. Et puis bien sûr former les producteurs, former aussi les autres personnes, les organismes qui accompagnent les futurs installés. Évidemment, on arrive vite à partager des expériences et des savoirs. Et donc, moi, pour rapporter et pour faire une sorte de synthèse, je pense qu'il est évidemment indispensable d'identifier les besoins. Quels sont les besoins déjà à la base auprès des brasseurs pour commencer. Identifier assez vite les acteurs qui peut répondre aux divers besoins. Et donc assez vite définir des actions avec quels acteurs et quels besoins. Et donc il va de soi qu'il va falloir vite pour tout ça, toujours dans l'idée de développer une filière houblon en Occitanie, créer des supports, des espaces d'échange et impliquer les agriculteurs. Voilà, c'est un peu la synthèse que je ferai sur l'atelier qu'on a animé sur les enjeux à la culture du houblon. C'est bien ? Bravo pour cette synthèse. Alors nous on était sur l'atelier mutualisation et projet collectif. Du coup on a commencé par s'interroger sur les types quelles choses on pouvait mutualiser et mettre en collectif. Donc on a eu plusieurs idées qui ont été présentées.
Je vous les cite en vrac, un peu toutes ces idées-là. Donc on a parlé de mutualisation de matériel, de mutualisation de production, notamment par rapport aux coopératives, de la mutualisation de main-d'œuvre, du groupement d'achat, de la logistique, qui était un enjeu aussi de mutualisation, du stockage, des projets collectifs de brasseurs par rapport à l'événementiel et la promotion de la bière artisanale. Et on est rentré en détail dans 2 types de projets de mutualisation qui sont les CUMA. On avait la Fédération départementale des CUMA qui a présenté le fonctionnement d'une CUMA qui s'applique uniquement sur la production agricole, mais dont on peut s'inspirer pour d'autres projets de mutualisation à d'autres niveaux de la filière. Et on est allé un peu plus en détail sur le projet d'Open par rapport au projet collectif qui a été monté avec différentes structures, différents intervenants, partenaires, et l'aspect aussi mutualisation de la commercialisation et du conditionnement qui peut être fait par un acteur comme Open. Donc après on s'est répartis en 4 petits groupes et là on a pu voir parmi les participants les idées de mutualisation qu'ils pouvaient avoir, et la question qu'on se posait c'était quels avantages a cette mutualisation, ont ces projets collectifs, et quelles difficultés peuvent ressortir quand on veut faire du collectif. Donc par rapport aux thèmes qui ont été évoqués principalement, on a pas mal parlé de conditionnement et de matériel sur l'embouteilleuse, sur un réseau de consignes, des choses comme ça qui sont plutôt sur l'aval de la filière. Et aussi les groupements d'achat, pouvoir se regrouper à plusieurs pour avoir accès à des commandes d'un plus gros volume, et du coup aller chercher des fournisseurs que tout seul on n'aurait pas la capacité d'aller solliciter. Et on a eu des exemples de collectifs de brasseurs, notamment l'Union des brasseurs Sévenol qui est en Lozère et dans le Gard, qui nous a parlé de son expérience sur le regroupement des brasseurs pour faire de l'événementiel notamment, mais aussi être force de représentation de ces brasseurs pour aller sur des salons agricoles par exemple, et représenter tous les brasseurs pour pas qu'il y ait un seul brasseur qui soit sur place, mais que ça soit vraiment un collectif. Pour aller très vite sur les avantages qu'on a trouvés à la mutualisation, c'était bien sûr des gains en termes de coûts, des coûts qui sont divisés entre les personnes qui participent à ce projet. Un point fort, c'est l'aspect collaboratif de la filière brassicole, et ça, on l'a vraiment entendu, les brasseurs en tout cas souhaitent travailler de manière collaborative et avec une certaine cohésion. Et un autre avantage qu'on a pu voir, c'était qu'on pouvait aussi sortir de la filière brassicole et s'appuyer sur des démarches existantes, sur d'autres thématiques agricoles ou de promotion des produits locaux, comme peuvent le porter les départements ou des chambres consulaires. Et ça, c'était notamment l'exemple dans le Gard d'un projet de route des brasseurs qui s'intègre dans une dynamique sur la mise en valeur des produits locaux. Et enfin, je terminerai sur les difficultés, les freins à la mutualisation et aux projets collectifs. Donc, un des premiers points, c'était également l'aspect financier. Comment on finance ces projets collectifs. Aussi, le fait de mettre en commun, notamment l'approvisionnement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation ? Est-ce que finalement, on va se retrouver à faire tous la même bière si on s'approvisionne avec le même houblon et le même orge ? Ces projets collectifs, ils posent des questions d'échelle. À combien il faut être pour pouvoir s'entendre, à quelle échelle, par rapport à l'éloignement, l'enclavement de certains territoires. Pour pouvoir mutualiser une machine, si elle doit faire 2 heures de route, c'est un peu compliqué. Et ensuite, on a vu qu'il y avait souvent besoin de mutualiser de la ressource humaine pour coordonner ces projets auxquels tout le monde croit, mais qui ne peuvent pas, les personnes ne peuvent pas forcément dégager du temps bénévole en plus de leur activité pour mener ces projets collectifs. Et enfin, la nécessité de cadrer les choses, d'avoir un objectif commun qui peut être cadré par une charte, un règlement intérieur ou quelque chose qui trace un peu pourquoi au départ on faisait ça. Parce que dans les projets collectifs, il y a souvent un noyau dur de personnes qui sont très motivées et qui vont prendre un peu le risque de participer à une expérimentation pour voir si ça va leur apporter quelque chose. Et puis, il y en a qui sont un peu plus prudents, qui vont attendre de voir. Mais quand ceux-là, ils s'intègrent dans un collectif, le fait d'avoir mis des règles au départ, un règlement et des choses, des valeurs communes, ça permet d'éviter des écueils sur l'élargissement des collectifs par la suite. Voilà.
Pour l'atelier numéro 3, donc la sélection variétale de l'orge. Donc ça nous a permis, en plus de la présentation d'AgroBio 04 sur les essais de sélection d'orge brassicole qu'ils ont fait en collaboration avec la brasserie Maltereco quand elle était encore en fonctionnement, d'avoir un peu une vision générale de la problématique de la sélection de l'orge, avec une première idée en fait que je voudrais faire ressortir, qui est que on a trois mondes qui ne se connaissent pas, ou qui se connaissent très mal, et on a tout intérêt à arriver à mieux communiquer au sein de la filière entre les céréaliers, les producteurs d'orge, les malteurs, les brasseurs, avec souvent le malteur qui se trouve au milieu et qui finalement essaye d'expliquer aux uns et aux autres quelles sont les contraintes de chacun des secteurs de production, mais qui ne communique pas directement. Donc là, il y aurait un grand travail à faire pour pouvoir mieux avoir une meilleure communication, une meilleure connaissance à l'intérieur de la filière des différents maillons, parce que finalement, c'est assez technique à toutes les étapes. Donc, ceci dit, on s'est rendu compte clairement dans les besoins qu'il y avait, les préoccupations des agriculteurs quant aux variétés d'orge. Il y avait une problématique autour d'un prix rémunérateur, suffisamment rémunérateur pour l'orge brassicole, parce que sinon les agriculteurs ils font du blé tendre en fonction de leur rendement. Le fait que le blé tendre est mieux rémunéré à l'achat, c'est finalement plus tentant pour un agriculteur de passer sur du blé tendre que de l'orge brassicole. Donc ça, c'était un des points importants. Il y avait une question, il y a eu pas mal de questions par rapport aux variétés de printemps, aux variétés d'hiver. Les variétés de printemps pourraient être plus intéressantes pour les malteurs, mais elles ne le sont pas pour les agriculteurs. Ça, ceux qui étaient à l'atelier. Oui. Donc, heureusement, dans le sud de la France, le fait de semer des orges de printemps en hiver, finalement, ça s'adapte assez bien. Et donc, on peut finalement travailler avec ces blés de printemps qui conviennent à la malterie. L'intérêt de faire des essais sur des territoires différents, donc au-delà de ce qu'on a pu voir sur la Drôme, et la préoccupation par rapport au triage, donc toutes les étapes en fait de triage sans casser le grain doivent se faire sur les exploitations agricoles la plupart du temps. En tout cas, la malterie a besoin d'un produit propre et terminé, et fini, enfin propre et sec. Et donc ça, c'est aussi des contraintes pour les agriculteurs pour pouvoir fournir un orge, donc qui du point de vue du malteur doit être homogène. C'est des lots qui doivent être le plus homogène possible pour que la germination se passe au même moment. Il y a une question par rapport aux variétés d'orge anciennes, aux variétés de population qui souvent en parallèle avec le blé, mais ça peut être intéressant pour des agriculteurs ou des brasseurs, pour avoir un effet terroir, pour avoir peut-être un goût différent actuellement, et pour pouvoir communiquer là-dessus, avoir des orges locales. Malheureusement, des orges de population, pour les malteurs, c'est pas intéressant, vu qu'on peut se retrouver avec des rythmes de germination qui ne sont pas les mêmes. Donc là, ça pose des problèmes au niveau de l'étape de maltage. Il faut donc ça globalement pour les orges, il faut des orges qui ont beaucoup d'amidon et peu de protéines, avec un poids spécifique important, les lots les plus secs et les plus homogènes possibles du point de vue de la malterie. D'accord. Ensuite, du point de vue des brasseurs, c'est à peu près voilà, il n'y avait pas de choses spécifiques qui avaient été dites, à part ce que j'ai pu énumérer dans ce que j'ai déjà dit. Donc globalement, il y avait un intérêt pour mener des projets d'expérimentation sur les variétés, avec une sélection la plus participative possible à tous les échelons de la filière, où on prendrait en compte d'un point de vue technique mais aussi économique, pour évaluer ces variétés, les intérêts des différentes étapes de la filière, en allant jusqu'à des évaluations gustatives par les consommateurs, qui faisaient important. Et donc il y a un intérêt pour monter en Occitanie des expériences qui vont dans ce sens et qui intègrent tous les partenaires possibles,
chez les professionnels, mais aussi les instituts semenciers, en allant ensuite jusqu'aux consommateurs. Voilà. On va terminer avec l'atelier numéro 4 sur l'économie circulaire. Alors, on a commencé cet atelier sur l'économie circulaire avec plusieurs interventions qui étaient vraiment essentielles pour dégrossir ce thème qui est très vaste de l'économie circulaire, et notamment pour prioriser les phases dans la filière qui sont les plus impactantes environnementalement. Et notamment, la bouteille a un impact environnemental très fort, qu'il est possible de réduire si on diminue son poids, et aussi surtout si on augmente sa durée de vie, si on la réutilise. Et sur la partie boisson, les postes les plus impactants, c'est le transport, les matières premières et l'énergie. Et on peut avoir des actions qui sont déjà mises en place par les brasseurs qui permettent de diminuer l'impact environnemental du coup de la production, notamment la valorisation des drèches. Il y a plusieurs exemples qui ont été cités. Et lors de cet atelier, on a eu la présentation de 2 innovations de services. Une qui est mise en place à Paris, qui pourrait se délocaliser en région sur la réutilisation de fûts, donc par Colab-Fûts, et aussi un projet de consigne bouteilles, donc pour la bière, mais aussi d'autres boissons, dans un périmètre autour de Toulouse par consigne. Ce qui est vraiment ressenti de cet atelier, c'est que sur tous ces aspects d'économie circulaire, quand on donne des drèches ou quand on veut réutiliser ou la question du recyclage de la bouteille, il y a des questions réglementaires derrière qui sont importantes et qui ne sont pas forcément connues, donc qui mériteraient d'être diffusées. Et aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le process même de maltage ou de brassage, et que du coup, chaque brasserie et est un cas particulier. Donc on est allé jusqu'à essayer de formuler des propositions pour le futur plan d'action régional. Notamment, la première proposition, c'est d'anticiper la mise aux normes des effluents, la mise aux normes qui est liée aux effluents. Il a été identifié dans cet atelier un risque fort pour les brasseries déjà existantes, et aussi pour les brasseries quand elles veulent s'agrandir. Et c'est à prendre en compte dès le projet d'implantation. Sur la question, le deuxième axe, ce serait de structurer la logistique. On a beaucoup de structures qui sont éparpillées, de petite taille. Il y a beaucoup de voyages qui se font à vide. Et du coup, il y a des choses à optimiser. Et peut-être qu'il y aurait un service dédié à la filière à construire. Et la troisième proposition, c'est de mailler le territoire avec des solutions de réemploi, donc de type consigne, dans un périmètre où il y a eu des ordres de grandeur de 100 à 150 km qui ont été proposés. Il y a déjà des initiatives qui existent, et là, c'est les accompagner. Et vraiment, ce qui ressort, du coup, c'est que pour encourager l'économie circulaire, il faut encourager les coopérations entre acteurs, de toutes les manières que ce soit. Et Léon Christophe Étilé m'a rappelé que l'économie circulaire, c'est surtout beaucoup de bon sens pour recréer des boucles au sein de la filière. Voilà. Alors pour la suite des ateliers, donc les essais variétaux, les essais variétaux de Houblon, on en a parlé déjà, ou tu veux revenir? Non, on n'est pas... Non, les essais variétaux de Houblon, tout à fait. On va commencer par cette thématique-là. Bonjour. Alors, pour le côté houblon, en parallèle de l'orge, en fait, ça a été divers ateliers avec des questions principales qui, chaque fois, partaient d'un point de vue. Donc, je vais commencer par le point de vue des brasseurs, les besoins du point de vue brasseur sur la sélection variétale en houblon. Donc, pour les brasseurs, évidemment, il y a des critères de qualité qui sont assez importantes, qu'il faut que les variétés utilisées puissent remplir. Il y a une volonté de création variétale, donc pour le renouveau en fait, des recettes, pour pouvoir faire des choses différentes. Un besoin de diversité. Alors, il y a la diversité pour avoir une multitude de recettes.
Un enjeu autour du houblon sauvage, parce qu'il est surtout au niveau de la communication et du fait de pouvoir parler de houblons qui sont natifs du terroir. Des houblons stables, donc des critères de stabilité. Bon, évidemment, on parle de critères d'expérimentation, donc ça va être surtout des listes de critères que je vais pouvoir vous dire. Et évidemment, des aromatiques typiques, à la limite, pour pouvoir faire une identité propre en fait à la filière brassicole occitane, si des houblons arrivent à se distinguer. Et voilà. Donc ensuite, pour aller du côté des houblonniers, donc les houblonniers ont signifié leur intérêt pour à la limite intégrer des parcelles test dans leur houblonnière, avec la volonté de pont technique, c'est-à-dire que le houblonnier soit vraiment partie prenante jusqu'au bout de la filière, c'est-à-dire qu'ils connaissent vraiment les besoins du brasseur, et surtout qu'ils puissent en fait, en plus de noter éventuellement les variétés sur sa houblonnière, qu'ils puissent déguster derrière les résultats de ces essais, et donc que toute la chaîne soit à chaque étape de notation, pour qu'il y ait un gros mélange, et que dans le process d'expérimentation, tous les acteurs de la filière comprennent en fait ce qui se fait à d'autres échelles. Certains ont signifié que les agriculteurs n'ont pas le temps pour ce genre de choses, et qu'il y a un intérêt pour que les process d'expérimentation intègrent dans leur financement une prise en charge du temps de travail des agriculteurs. Et ensuite, sur des critères plus techniques, il y avait toutes les solutions de défense biologique contre les divers ravageurs, une adaptation au climat et tous les enjeux relatifs à l'eau à prendre en considération. Et ensuite, les troisièmes questions, elles étaient plus relatives aux modalités d'expérimentation à elles-mêmes. Donc comment expérimenter et comment trouver des ressources génétiques. Et donc de ce côté-là, ce qui est ressorti, c'est le fait de se regrouper entre houblonniers, d'avoir un partage assez large des résultats. J'ai relevé aussi qu'il y avait marqué de faire financer par les brasseurs industriels. C'est pas mal. Ensuite, c'est plus mitigé sur le fait d'utiliser des variétés de houblon endémiques, avec des bons et des mauvais côtés. Cependant, où trouver des ressources variétales, l'INRA a été cité. La sélection massale aux USA et en Allemagne pourrait aussi donner des plans pour l'expérimentation. Et encore une fois, les variétés sauvages ont été citées, et avec peut-être le besoin d'avoir directement un organisme de sélection sur ce critère, sur le houblon. Et donc pour finir, puisqu'on a écourté vite l'atelier, tous les houblonniers du coup, et c'est aussi valable pour l'orge, toutes les personnes intéressées du coup pour travailler sur la dynamique de l'expérimentation, que ce soit en orge ou en houblon, vous pouvez contacter le Biocivam de l'Aude ou celui de votre département pour qu'on puisse un peu collecter toutes les volontés de chacun et essayer de mettre les choses en face pour faire des choses intéressantes. Merci. On continue avec l'atelier numéro 7, l'atelier numéro 6 sur les attentes consommateurs et différenciation des bières régionales. Oui, donc on a eu deux interventions. Une première qui a rappelé que les consommateurs sont en attente de qualité, en attente de transparence, de traçabilité, de proximité, d'informations sur l'origine des produits, et que ça se concrétise aussi dans des pratiques, notamment on le voit avec une hausse de la consommation du bio,
des produits en circuit court ou du vrac, et que finalement il est possible que pour répondre à ces attentes, on puisse avoir besoin donc de singulariser, de différencier cette filière brassicole occitane, et qui pourrait prendre la forme éventuellement d'un label, mais au moins en tout cas de construire un collectif qui puisse fixer des critères sur qu'est-ce qui est justement commun à ce collectif, et qui puisse permettre de définir un certain nombre de critères de qualité autour des brasseries ou des bières ou de la provenance de l'origine des matières premières. La deuxième intervention s'était appuyée sur une enquête auprès des brasseurs de la région toulousaine et cévenole. Et cette enquête, finalement, autour justement de cette possibilité de construire une action collective autour d'un label ou d'une charte ou d'une marque. Cette enquête montrait que finalement, il y avait les 3/4 des brasseurs qui étaient plutôt engagés, qui étaient plutôt motivés par une démarche de ce type, et qui pourrait tourner autour finalement d'une définition du local qui pourrait être différente de celle de la région, mais qui pourrait être plutôt autour d'un approvisionnement à 100 ou 200 km autour du lieu de production, qu'il pouvait y avoir aussi finalement un niveau d'approvisionnement en termes d'orge, par exemple, qui ne soit pas total, mais qui soit partiel. Et puis finalement qu'il faudrait par contre que cette démarche ne puisse soit finalement pas trop chronophage et pas trop coûteuse, ni coûteuse en temps ni coûteuse en argent, pour que les brasseurs puissent s'engager dans ce type de démarche. Et puis ensuite, dans la discussion, finalement, on est revenu aussi sur l'existence d'autres labels comme Sud de France ou comme l'origine France Garantie, qui peuvent être aussi des labels qui pourraient soit donner des idées, soit peut-être aussi être utilisés pour construire une démarche collective. Mais voilà, que ça nécessite aussi donc d'avoir une réflexion sur les produits, mais peut-être aussi une réflexion sur quelles sont les valeurs communes des entreprises de la filière. Et puis aussi une réflexion sur comment finalement le produit est vu par le consommateur, et puis comment un label ou une éventuelle charte serait perçue par le consommateur. Voilà. Avec aussi des interventions autour des difficultés ou de la lenteur de la mise en place de certains labels, avec des exemples sur un label bière fermière qui est difficile à construire, ou finalement d'autres labels qui peuvent être aussi difficiles à faire émerger. Quoi qu'il en soit, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par cette question, qu'il faut réfléchir justement aux éléments, aux dimensions qui doivent être mis dans cette démarche. Est-ce que c'est autour de l'origine des produits? Est-ce que c'est sur des moyens de production ou des moyens ou des procédés, des recettes? Qu'est-ce qui est finalement autour de quoi doit se construire cette démarche? Cette démarche-là, elle doit pouvoir d'une part répondre aux attentes des consommateurs en termes d'un produit de qualité, d'attente en termes de transparence, mais c'est aussi un moyen de construire du collectif et de construire des réseaux, des liens et des démarches, un engagement en fait des acteurs autour d'un nom, d'une marque, d'un label collectif. Voilà. On termine par vous pour l'atelier numéro 7, transformation de l'orge malt. Oui, alors nous on a parlé du coup de tout ce qui était filière plus de l'orge malt, avec quelques points communs quand même avec les sujets qui ont été évoqués dans l'atelier sélection de l'orge, puisqu'il y a des enjeux qualité qui se retrouvent un peu des deux côtés. En gros, on avait une composition d'atelier où on avait à la fois des agriculteurs, des paysans brasseurs, on avait les coopératives agricoles, la malterie, du coup, malterie occitane qui était présente, et beaucoup de brasseries et des réseaux d'accompagnement, donc c'est pareil, c'était assez complet. On a commencé par une présentation de la malterie occitane qui va se mettre en place du coup a priori dans l'année à venir.
avec son fonctionnement, ses contraintes et voilà, nous présenter un peu ses projets de production. Et ensuite, on a abordé les enjeux du coup à tous les maillons de la filière, à des enjeux. Donc, il y avait 2 enjeux principaux qui sont ressortis. Il y avait un premier enjeu sur la qualité, qu'on a déjà un peu évoqué, mais en gros, à tous les maillons, il y avait des enjeux qualité pour les malteurs, qui étaient notamment sur le taux d'humidité, sur le calibrage, le taux de protéines. Et ça revient à ce qu'on disait, c'est l'enjeu, c'est d'avoir des lots le plus homogènes possible pour le malteur. Après, il y avait des enjeux un peu logistiques aussi pour le malteur, d'être fourni en quantité adaptée à ce qui peut, au lot qu'il va transformer. Ensuite, il y avait des enjeux sur la brasserie, avec c'est un enjeu de taux d'extraction qui serait intéressant pour les brasseurs. Avec la qualité de l'amidon, on a parlé un peu de voilà, il y a des enjeux sur la qualité de l'amidon pour avoir une bonne bière. Et après, on a parlé aussi du fait que si on envisage de modifier le malt pour avoir par exemple utiliser de l'orge régionale, c'est pas évident pour les brasseurs de changer d'un coup leur approvisionnement en malt parce que ça va changer la qualité de la bière finale. Donc du coup, c'est quelque chose qui se réfléchit et qu'il va falloir qu'ils pensent en avance et qu'on programme quoi. Et faire une transition progressive. Et puis après, pour tous les maillons de la filière, et notamment les agriculteurs, il y a un enjeu sur la recherche de variétés. Alors on a parlé de variétés qui potentiellement ne seraient plus employées aujourd'hui, mais qui auraient été employées il y a quelques années et qui pourraient potentiellement être intéressantes. Donc il faudrait retourner chercher dans le catalogue d'inscription des variétés si on ne peut pas se baser déjà sur les variétés qui ont été utilisées il y a quelques temps. Voilà, donc pour tout ce qui était enjeu qualité. Puis après, on a parlé enjeu économie des filières, parce que c'était un peu aussi l'autre point important, avec notamment, on a parlé prix, avec un besoin pour avoir des volumes, et pour sécuriser nos volumes d'appro, d'avoir des prix incitatifs à la production. Et ça, c'est pas gagné aujourd'hui, a priori. Donc, s'il ressortait des retours terrain, c'est que pour l'instant, la différence de prix orge fourragée et orge brassicole en conventionnel n'est pas extrêmement importante, voire même à l'envers de ce qu'on peut imaginer. Donc c'est pas gagné qu'on puisse inciter particulièrement à la production d'orge fourragée là-dessus, d'orge brassicole là-dessus. Et sur le bio, on a une différence de prix orge brassicole bio et orge fourragée bio qui est relativement importante, mais on a toujours la différence avec le prix blé tendre bio qui fait pencher plutôt les agriculteurs en faveur du blé tendre plutôt que de l'orge. Et du coup, c'est aussi un facteur à prendre en considération quand on veut inciter la production d'orge. C'est ce différentiel-là. Du coup, l'enjeu, c'était de voir comment on pourrait inciter par des prix rémunérateurs. Donc, on a parlé un peu coût matière première dans le produit final par rapport à ce différentiel de prix pour l'agriculteur. Et puis, comme on avait les coopératives dans la salle, on a parlé aussi de leur rôle potentiel avec la capacité de fournir en qualité, en quantité adaptée, et puis d'inciter les producteurs à produire, puisqu'elles ont aussi ce rôle-là d'orienter la production. Et du coup, la conclusion qu'on avait, c'était qu'il faut absolument qu'on continue à travailler tous ensemble, tous les maillons de la filière, à la fois sur ces enjeux qualité, parce qu'il faut qu'on soit tous autour de la table pour définir quelle variété d'orge on va utiliser et qualifier la qualité à tous les maillons de la transformation. Et travailler sur un gros travail sur la contractualisation pour sécuriser la pro. Et du coup, où potentiellement on pourrait voir quel engagement des brasseurs, de la malterie, pour garantir un prix rémunérateur pour les producteurs et du coup se sécuriser la pro au niveau régional, puisqu'apparemment on est tous intéressés pour avoir une production régionale. Donc pour clôturer cette journée et annoncer la suite peut-être, juste avant de nous quitter, à titre personnel, je voulais vous remercier de votre présence et de votre attention et de votre implication à tous les niveaux, aussi bien ce matin que les échanges du déjeuner et les travaux sur les ateliers. Et ce que j'en ai retenu de mon côté, c'est vraiment le fait que vous avez été de nombreux acteurs qui ne vous connaissiez pas forcément. D'ailleurs, j'ai noté sur un des ateliers cette méconnaissance finalement des métiers des uns et des autres
Donc c'est aussi ça, se rencontrer sur des journées comme ça. Un malteur ne connaît pas forcément le travail du brasseur et de l'agriculteur, alors ça a été quelque chose d'un petit peu surprenant, mais c'est une réalité. Donc la mise en commun, c'est aussi ça, c'est aussi se faciliter la connaissance des uns et des autres. Le fait de vous être rencontrés également donc, a joué un rôle énorme à mon avis, c'est vraiment une des forces de cette journée. Et également le fait que vous avez évoqué de façon très concrète dans ces conclusions des possibilités, à la fois des pistes bien sûr d'intérêt, de solutions, mais aussi des propositions très concrètes. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant de noter ces prises en compte très concrètes des différentes pistes de solutions. Et puis pour terminer cette pré-clôture du coup, la prise en compte très en amont des problématiques et cette envie de travailler ensemble me touche particulièrement et je tenais à vous le dire et à vous dire merci, vraiment. Donc j'appelle Raphaël Lebeau pour le CIVAM. Donc. Bonsoir à tout le monde, je vais faire assez rapide. C'est juste une petite clôture pour vous dire que les travaux de la journée en fait et les ateliers donc ils sont issus d'un petit travail qu'on mène depuis 2 ans à plusieurs structures. Donc il n'y a pas les logos mais on est une petite dizaine de structures. L'enjeu derrière c'est de capitaliser sur les ateliers d'aujourd'hui. Donc on va synthétiser les grands enjeux qui ressortent et puis on va vous remobiliser derrière. On va proposer à ceux qui sont partants de travailler mais plus sur les thématiques précises. Donc voilà, les enjeux autour du houblon, de l'orge, la transformation, les enjeux de mutualisation, etc. Donc les différents ateliers qu'on a pu aborder aujourd'hui. Voilà, donc on reviendra vers vous, je pense, d'ici le mois de janvier, dès qu'on aura eu le temps de faire ces synthèses-là. On mettra en ligne aussi tous les éléments donc, qui ont pu être filmés, audio, etc., pour que tout le monde ait accès à cette donnée qui à mon avis, est intéressante. Voilà. Et après, pour la suite, du coup, il y a une possibilité d'aller boire des verres. En tout cas, je voulais vous remercier parce que vous êtes venus nombreux. C'était une bonne chose pour nous, on ne s'attendait pas à ce succès. Donc merci à tous pour vos déplacements et être venus souvent, pour certains, de loin en tout cas. Merci. Et du coup, moi je vais annoncer les choses positives, c'est qu'après tout ça, on va aller boire un coup. Et du coup, si on peut passer à la diapo suivante, on va aller chez les Têtes Plates, qui sont des brasseurs narbonnais. C'est dans la zone juste à côté de l'échangeur d'autoroute. Ils ont accepté de nous accueillir parce qu'on a eu malheureusement l'entre-deux l'échappe chez qui on devait aller, qui a eu un petit souci d'inondation dans son local et qui ne pouvait pas nous accueillir. Je remercie toute l'organisation, Alice ici là-haut qui a beaucoup bossé sur l'organisation de cette journée. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. On a dû refuser des gens, c'était très dur, mais en même temps c'est la force de cette journée, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès. On espère qu'il y aura des suites très chouettes à cette journée et on vous attend tous là-bas dans le local des Têtes Plates. Merci.